Bonjour à tous, bienvenue pour Bibliothécaire d'un soir, l'épisode 2 déjà, avec Sophie Corradini. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors ce soir, pour ce deuxième épisode, on reçoit Jean-Marc Saucy. C'est qui Jean-Marc Saucy ? Alors Jean-Marc Saucy est l'auteur d'un roman qui s'appelle Monsieur Origami, qui est son tout premier roman qui a été paru chez Gallimard, qui est quand même pas le petit éditeur du coin de la rue. Et c'est à la base un théoricien du droit qui écrit beaucoup, mais qui a voulu faire publier ce premier roman-là parce qu'il était assez spécial. Et c'est un roman qui parle de patience, d'origami, de complexité et de comment faire pour être en accord avec soi-même dans la vie et pour oublier tous les rêves impossibles, pour pouvoir tendre vers la simplicité. Donc, premier livre à 39 ans. Et dans ce livre, deux passions. Passion pour les montres et passion pour l'origami. Pourquoi, selon toi, ce départ comme ça à 39 ans ? Tu me poses des questions pièges. Non, mais bon, tu me disais un peu tout à l'heure avant de commencer qu'il y avait peu d'infos sur lui. Donc on ne peut que déduire par rapport à la soirée qu'on vient de passer, parce qu'on enregistre cette intro évidemment après, vous vous doutez bien. C'est un peu, comment un peu déduire des infos, parce que c'est un personnage quand même. D'après ce que j'ai compris, il écrit depuis tout le temps. Mais cette histoire-là est très particulière parce qu'elle est restée très longtemps dans sa tête, il l'a maturée un petit peu, il l'a triturée dans tous les sens et il a eu besoin de la sortir et elle est très spéciale. On sent la réflexion, on sent le côté épure, le côté retiré, tout ce qui est superflu. Et donc il l'a beaucoup travaillé et c'est certainement pour ça que Gallimard a retenu cette histoire-là, certainement qu'elle est différente des autres parce que elle est spéciale et on sent toute sa passion, pas seulement pour les montres et pour l'origami, pour tout ce qui est simplicité, pour tout ce qui est réflexion, pour tout ce qui est contes philosophiques, parce qu'il a beaucoup parlé de livres qui sont des contes philosophiques, et son livre en est un, et pas des moindres. Il gagne à être découvert, on a passé un super moment, donc on espère que vous passerez un super moment aussi. Allongez-vous, détendez-vous, préparez-vous à entendre des choses superbes et avoir envie de lire à la fin de ce podcast, ce qui est quand même déjà vraiment pas mal. Voilà, bonne écoute. Vous m'avez invité à parler de 5 livres qui étaient importants pour moi ou qui m'ont marqué. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai déjà fait beaucoup de rencontres. C'est très bien pour l'ego de s'entendre parler de soi, de son livre, mais ça me fait plaisir moi aussi de pouvoir partager avec vous des livres qui moi m'ont plu en tant que lecteur, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais vous faites partie d'un club de lecture. Ça fait aussi partie de soi, les livres qu'on a lus. Et quand on a lu un très bon livre, on n'a qu'une envie, on a 2 envies. On a la première envie qui est de le partager, de le dire aux autres. On a envie de leur dire « j'ai lu quelque chose de bien ». Et on a quand même une deuxième envie derrière, c'est que la personne à qui on le dit va le lire, il me semble. Parce que il me semble que c'est un cadeau. Donc Sophie, vous m'avez contacté pour être bibliothécaire d'un soir. C'est une expérience inédite et qui, moi, me fait beaucoup plaisir. J'ai mis beaucoup de temps à établir cette liste de 5 livres en moi-même, parce que j'ai failli changer entre-temps. Ça dépend un peu de l'humeur, en fait. C'est un peu comme quels sont vos 5 plats préférés. Ça dépend si on pose la question avant ou après le repas, en été ou en hiver. Et pour tout vous dire, j'ai failli tricher un peu et venir avec plus de 5 livres, venir avec une très grande pile. Et puis je me suis dit, bon, on n'a peut-être pas non plus toute la nuit, même s'il y a 12 heures d'enregistrement, d'après ce que vous m'avez dit. On n'a peut-être pas 12 heures de disponibilité intellectuelle. Donc, j'ai choisi 5 livres qui m'ont marqué, qui m'ont... chacun à leur manière, qui m'ont mis une baffe à partir de 18 ans. Donc ce sont des livres que j'ai lus, que je vais vous présenter, de 18 à
jusqu'à il y a 6 mois. Et il y a eu d'autres baffes littéraires qui précèdent. Je me souviens, ma toute première baffe littéraire, c'était Le Petit Prince, quand j'avais 10-11 ans, j'étais en 5e primaire. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué à l'époque, qui m'avait beaucoup intrigué, surtout la préface que Saint-Exupéry fait à Léon Verte, puis à s'excuser tout de suite auprès des enfants de dédicacer ce livre à une grande personne et de corriger sa dédicace en écrivant à Léon Verte quand il était petit garçon. Déjà avant que l'histoire ne commence, ce livre me plongeait dans une ambiance qui m'est toujours resté, qui ne m'a jamais quitté. C'est un livre que je ne lis pas souvent, parce que j'en ai pas besoin, mais quand je le relis, j'ai toujours quelque chose de très intense qui se produit en moi. Dans un tout autre registre, une autre baffe, ça a été à l'âge de 15 ans. J'avais loué ce livre à la bibliothèque. C'était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Je me souviens, à mon avis, toi tu ne sais pas, je l'avais pris en vacances. On était partis en vacances en Italie en caravane et j'adorais tellement ce livre que je me cloîtrais l'après-midi dans mon petit espace pour le lire, parce que j'adorais. En plus, ça se passe dans un sous-marin, j'étais dans ma petite pièce dans la caravane, il faisait chaud, c'était une ambiance extraordinaire, et j'ai fait cette expérience de lire ce livre à haute voix à mes filles le soir pour s'endormir. Donc je l'ai lu, on va dire, en plusieurs semaines, parce que c'est un livre épais. Elles avaient été fort marquées aussi par ce livre, parce que ça peut paraître être un livre pour enfants, mais Jules Verne n'écrit pas, à mon sens, des livres pour enfants. Il écrit des livres que des enfants peuvent lire, mais ce ne sont pas des livres pour enfants. Et j'ai encore beaucoup de plaisir aujourd'hui à découvrir de nouvelles œuvres de Jules Verne, parce que non seulement les thèmes sont beaux, mais en plus ils sont servis par une langue qui est très très belle, qui est très intelligente et très fine. Peut-être même difficile pour des enfants, justement. Donc voilà, évidemment, je commence par dire des livres que je ne vais pas présenter. Donc je vais prendre les livres que je vais vous présenter ce soir. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai moi-même découverts. Et je vais vous demander à chaque fois si vous les connaissez. Vous, madame, vous connaissez, vous aussi? Vous l'avez lu. Citadelle, de Saint-Exupéry. La Citadelle. Citadelle. Non, de Antoine de Saint-Exupéry. Ah, Saint-Exupéry. Oui. Vous l'avez lu. C'est un livre dans lequel Saint-Exupéry consigne ses pensées, sa vision du monde, sa vision des hommes. C'est un livre de pensée, un livre moral, un livre humaniste. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est qu'il n'a pas eu le temps de le mettre en forme. Il est mort avant. Ce livre est composé d'une multitude de fragments, des paragraphes qui font parfois quelques lignes, parfois quelques pages, qui sont numérotés par ordre, par chiffre romain. Après sa mort, on en a fait une table, un index de toutes les notions qu'il aborde dans ce livre. J'ai été très très surpris par ce texte, ayant été marqué dans ma plus jeune enfance par Le Petit Prince, un livre d'une grande simplicité, et par ses autres œuvres que j'avais lues entre-temps, donc Pilote de guerre et Courrier Sud, qui sont des romans courts, mais des romans. Là, on arrive dans quelque chose de tout à fait différent. Donc il est mort avant de pouvoir le mettre en forme, vous disais-je. Il l'écrivait ou parfois il le dictait à sa secrétaire. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, je fais comme tout le monde, j'ouvre à la première page. Et la première phrase commence par « car ».
Et ça m'a marqué, car on commence pas un livre par parce que, ou c'est la raison pour laquelle. Déjà ça m'intriguait. Car j'ai vu trop souvent la pitié s'égarer. Mais nous, qui gouvernons les hommes, nous avons appris à sonder leur cœur afin de n'accorder notre sollicitude qu'à l'objet digne d'égard. Mais cette pitié, je la refuse aux blessures ostentatoires qui tourmentent le cœur des femmes comme aux moribonds et comme aux morts. Et je sais pourquoi. Il commence son livre en disant qu'il n'aime pas la pitié. Il commence son livre avec car. Et il commence son livre avec une langue merveilleuse. J'ai lu ce livre du début à la fin, je ne sais plus en combien de temps. Et il est pour moi d'une richesse extraordinaire. Et il est mort malheureusement avant de pouvoir le mettre en forme. Et je dirais, c'est pas grave. C'est un mélange, c'est comme une salade de fruits. On prend la cuillère et on ne sait pas s'il y aura du raisin d'abord ou bien de l'ananas. Tout ce qu'on sait, c'est que du début à la fin, ce sera sucré. Et ce livre, du début à la fin, c'est du Saint-Exupéry, c'est de la pensée, c'est de la pensée humaniste, et c'est extrêmement beau. Gallimard en a fait une version abrégée. J'ai une très ancienne version, vu que je l'ai lu il y a plus de 20 ans. Voilà, ce livre, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été imprimé, donc il a été édité en 48, donc 4 ans après sa mort. Cette version-là, voilà, je l'ai acheté en 97-98. En l'an 2000, Gallimard en a fait une version abrégée. Je ne pense que ça ne dessert pas le livre. Je pense que l'essentiel du propos de Saint-Exupéry s'y trouve. Évidemment, je suis heureux d'avoir lu la version complète. Je pense très sincèrement que si je lisais la version abrégée, je ne verrais pas la différence. Mais dans mon cœur, savoir que Gallimard a osé faire ça, désolé, cette émission est enregistrée, mais ça me fend le cœur. Je ne sais pas, je ne veux pas porter de jugement, je ne sais pas la raison pour laquelle Gallimard a fait ça. Mais je ne suis pas d'accord. Ce que je peux vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est de nous livrer à un petit jeu pour que je vous lise peut-être quelques extraits. Ce petit jeu, il me vient d'un jour où j'avais tellement aimé ce livre que j'avais téléphoné à mon ami, il s'appelle Diego, et je lui dis, Diego, j'aime tellement ce livre que je vais ouvrir ce livre à n'importe quelle page, je vais te lire un extrait, et tu vas l'aimer. J'ai ouvert cet extrait, le livre, je ne sais plus c'était à quelle page malheureusement, et j'ai lu un paragraphe, et il m'a dit par téléphone, stop, arrête-toi, répète cette phrase, je vais la noter. Et je l'ai répété, c'est une phrase qui parlait d'amour, je l'ai répété, et il l'a noté. Est-ce que vous voulez bien qu'on se livre à cet exercice tous ensemble ? Le livre, il va de la page 20 à la page 600. Vous voulez me dire un chiffre ? De 20 à 600 ? 50. Ah oui. Je prends au hasard. Car la nuit, à peine faite, devient source de prodiges. Chaque soir, ainsi, je considérais mon armée, prise dans l'étendue, comme un navire, mais permanente, sachant bien que le jour la montrerait intacte et toute remplie comme les coqs par la jubilation du réveil. Alors, tandis que l'on équipe les montures, on entend ces éclats de voix qui sonnent dans le matin frais comme des cuivres. Alors les hommes, comme enivrés par la liqueur du jour naissant, gonflent des poumons neufs et savourent l'âpre plaisir de l'étendue. Vous allez le lire ? Comment ? Vous allez le lire ? Mais je pense que je l'ai. Ah, Ouais. d'accord. Vous voulez une autre page ? 300. 300 ?
Et je puis, d'étage en étage, te faire communiquer avec des trésors de plus en plus vastes. Car certes, est déjà beau celui de l'amour, et de la maison, et du domaine, et de l'empire, et du temple, et de la basilique qu'est devenue l'année quand l'ont changé les jours de fête. Mais si tu me permets de te guider pour t'aider à gravir la plus haute montagne, j'ai des trésors pour toi, si durs à conquérir, que beaucoup y renonceront dans leur ascension. Car pour bâtir l'image nouvelle, je leur vole les pierres d'autres temples auxquels ils tiennent. Chaque paragraphe demanderait quelques instants d'introspection. Mais quand vous multipliez ces instants par des paragraphes qui deviennent à la fin 400 ou 600 pages, je vous assure que c'est un plaisir de lecture. C'est à savourer. C'est un livre. C'est à lire à petite dose. Ouais, à lire tranquillement, à petite dose, oui. Il est pas interdit, voilà, de passer à autre chose, d'y revenir. Je ne le lis plus du début à la fin, mais je fais très souvent ça. Je prends ce livre et je l'ouvre à n'importe quelle page, puisque l'ordre ne lui a pas encore été imprimé. C'est beaucoup de réflexions sur l'être humain. Oui, oui. Regardez, je viens de tomber sur cette phrase et après je vous laisserai le découvrir. Regardez cette phrase comme elle est belle. L'amitié, je la reconnais à ce qu'elle ne peut être déçue. Et je reconnais l'amour véritable à ce qu'il ne peut être lésé. Il nous faudrait parfois toute une année avant de pouvoir imaginer, concevoir et écrire une seule des phrases qui composent ce livre. Et lui, il a écrit je ne sais pas en combien de temps. C'est un livre extraordinaire, ça s'appelle Citadelle. Dans son esprit, il se met dans l'état d'esprit d'un homme qui est visionnaire, qui est prophète, qui veut bâtir une citadelle. Il indique citadelle, je te bâtirai dans le cœur de l'homme. C'est extraordinaire. Mais donc à la base, ça devait être un roman ou bien c'est vraiment un ensemble de réflexions? Un ensemble de réflexions qu'il devait structurer, thème par thème. Oui, il n'y a pas d'histoire, oui. Cela me fait un peu penser dans une autre mesure, évidemment, à Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, où c'est l'histoire d'un homme qui marche au fur et à mesure de sa marche. Il en profite pour parler aux êtres qu'il rencontre. Ça fait aussi un peu penser au Prophète, si vous l'avez lu, de Khalil Gibran, qui est un livre... J'ai failli venir avec ce livre, Khalil Gibran, le Prophète. C'est un petit livre ça doit faire 80 pages. C'est un livre de réflexion. C'est d'une beauté. C'est extraordinaire. C'est un homme, voilà, le Prophète, qui je ne sais plus s'il est dans un seul village ou s'il passe de village en village. Et chaque début de chapitre, on lui pose la question « Parlez-nous de l'amour, parlez-nous de la joie, parlez-nous de la souffrance ». Donc il y a le thème, il y a le propos. Et pour exposer le propos, Khalil Gibran le met en scène via un prophète. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'avait fait auparavant, qu'a fait Saint-Exupéry par après, puisque le prophète a été écrit avant. Il prend comme base un homme qui veut construire quelque chose. C'est une vaste allégorie, une citadelle. Il veut construire le cœur de l'homme. Il veut construire l'humanité. Mais l'humanité, c'est pas 5 milliards d'êtres humains. C'est notre propre humanité, à nous, qui nous touche dans notre intimité. Et alors après, je ne sais pas comment il voulait mettre ça en forme, mais moi, le désordre dans un livre tel que celui-là, ça ne me dérange pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'artifice inutile. Citadelle,
de Saint-Exupéry. Non, on intervient en direct, on n'a pas besoin de micro. Oh. Mais c'est pour qu'on entende votre jolie voix après dans le podcast. Ah, Sophie, Pour l'enregistrement. Voilà le premier. Je l'ai découvert à 18-19 ans, je pense. Dans un tout autre ordre d'idées, un livre tout à fait différent, en fonction de mes humeurs. La conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole. C'est écrit par qui? John Kennedy Toole. Ça se passe aux États-Unis. On est à la Nouvelle-Orléans. Alors pour ce livre, je vais vous le présenter différemment. Et je vais pas révéler grand-chose de l'histoire. En fait, ce que j'avais envie de faire avec vous, je vais vous lire la préface. La préface a été écrite par l'éditeur original, l'éditeur américain, pour que vous compreniez. Et avant de lire la préface, je vais vous lire la citation que John Kennedy Toole a mis en exergue de son roman. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Jonathan Swift. Le ton est tout à fait différent du premier. Parlez plus fort, bien sûr. Je vais relire la citation. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Jonathan Swift. La préface écrite par l'éditeur. Voici ce qu'il dit. La meilleure façon de présenter ce roman qui m'a laissé pantois, plus encore à la 3e lecture qu'à la première, est peut-être de raconter comment il m'est parvenu. En 1976, alors que j'enseignais à Loyola, une femme que je ne connaissais pas me contacta par téléphone. Son propos était inattendu. Elle n'avait pas écrit 2 chapitres d'un roman et ne désirait pas s'inscrire à mes cours. Non. Son fils, qui était mort, avait écrit un roman tout entier au début des années 60. Un gros roman. Et elle voulait que je le lise. « En quoi ce livre pourrait-il m'intéresser ?» lui demandai-je. « Parce que c'est un grand roman, » me répondit-elle. Au cours des années, je suis passé maître en l'art d'échapper aux choses que je ne voulais pas faire. Et s'il y avait une chose au monde qui ne me disait rien du tout, c'était justement ça. Avoir affaire à la mère d'un romancier mort, et puis encore à avoir lire un manuscrit dont elle disait qu'il était exceptionnel et qui se révélerait certainement un grabouillis infâme, à peine lisible. Mais la dame se montra opiniâtre. Elle finit on ne sait comment par débarquer un jour dans mon bureau et me tendit l'épais manuscrit. Il n'y avait pas moyen d'y couper. Il ne me restait qu'un seul espoir, qu'après avoir lu quelques pages, je les trouverais en toute bonne conscience assez mauvaises pour ne pas avoir à en lire davantage. D'habitude, c'est ainsi que ça se passe. En fait, le premier paragraphe suffit souvent. Et ma seule crainte est que celui-ci ne soit pas assez mauvais ou qu'il soit juste assez bon pour que je me sente obligé de poursuivre ma lecture. Cette fois-ci, je continuais à lire encore et encore, au début avec le sentiment déprimant que ce n'était pas assez mauvais pour en rester là, ensuite avec un vague titillement d'intérêt, puis avec une excitation grandissante, et finalement avec une sorte d'incrédulité. Il n'était pas possible que ce soit aussi bon. Je résisterai à la tentation de raconter ce qui m'a laissé bouche bée, ce qui m'a fait grimacer ou éclater de rire, ce qui m'a fait hocher la tête d'admiration. Mieux vaut laisser le lecteur faire cette découverte tout seul. Il y a en tout cas Ignatius Reilly, personnage à ma connaissance sans précédent dans la littérature.
Olivier Hardy délirant, Don Quichotte adipeux, saint Thomas d'Aquin pervers, tout cela en un seul homme, en violente révolte contre le monde moderne tout entier, allongé dans sa chemise de nuit de flanelle rayée dans un taudis de Constantinople Street à la Nouvelle-Orléans, et qui, entre des gigantesques accès de flatulence et d'éructation, couvre d'invectives des douzaines de cahiers. Je pourrais continuer la liste de la préface, la suite de la préface, mais je ne vais pas la lire. Parce que le but, c'est de vous donner envie de lire la suite. Voilà, on est pris là. Dans la suite de la préface, il explique un petit peu quel est le personnage. C'est un livre qui m'a bouleversé. Au début, je ne comprenais pas. Je lis le premier paragraphe où on décrit le personnage. Voilà, il a une sorte de gros chapeau, il a une chemise large parce que ça lui permet de plus amples mouvements, il a un pantalon très chaud, ce qui lui donne de l'air en été et le protège en hiver. Donc tout ce qu'on comprend en fait, c'est qu'il est habillé de façon ignoble, il est vraiment très très mal habillé. Et cette phrase commençait déjà à me faire sourire. La conclusion de la description physique du personnage est la suivante. La tenue était acceptable au regard de tous les critères théologiques et géométriques, aussi abstrus fussent-ils, et dénotait une riche vie intérieure. C'est assez spécial. C'est un loser qui vit avec sa mère dans un taudis. Sa mère pense qu'il devrait travailler, donc il va d'emploi en emploi, mais il est absolument incapable. Il est absolument beaucoup trop arrogant, intelligent, intellectuel pour s'abaisser à travailler. C'est un livre aussi d'une très très grande tristesse, grand désespoir, mais aussi d'une très grande histoire d'amour. Une histoire d'amour que l'éditeur écrit dans la suite de la préface, qu'il n'a jamais vue dans aucun autre livre. Je n'ai jamais vu une histoire d'amour telle que celle-là dans quelconque autre livre, ni même au cinéma. Cela pourrait être... Comment expliquer, on connaît parfois les personnages très singuliers des romans d'Amélie Nothomb. On pourrait très bien imaginer que si Amélie Nothomb écrivait un livre plus long, plus large, plus profond, ça pourrait donner ce genre de propos. C'est un livre que j'ai pris, que j'ai lu. Je crois que je devais avoir 20 ans. Je ne sais plus si j'avais 20 ans ou un petit peu avant l'autre. Je l'ai pris parce que il n'en avait écrit qu'un. 2 en fait. Je l'ai pris par la suite, il en a écrit 2. Et le pauvre homme s'est suicidé parce qu'il était convaincu qu'il était un piètre écrivain. Et nous avons été privés il nous a privés d'une grande plume. Et ce n'est que lui rendre justice que de vous inviter à lire ce livre, La conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole. Juste pour rappel, on a tous les livres à la bibliothèque et ils sont empruntables. Merci Sophie. Quelqu'un a des remarques? C'est un livre à réflexion aussi, un peu quand même. Non. Non. Oh, c'est un livre dans lequel le personnage se bat contre tout. Il se bat contre les conformistes et contre les anticonformistes. Il pourrait se battre contre les mangeurs de viande et les végétariens. Il n'a aucune logique. Il a besoin de prendre une revanche, je ne sais pas sur quoi. Il a peut-être le besoin de se battre. Et on ne sait pas très bien contre quoi il se bat, comme un Don Quichotte qui se bat contre des moulins. Il a pris la société en mal. Et il a cette fille dont il est amoureux. Ils sont amoureux ensemble. Et ils vivent leur histoire un peu de loser. Ils le vivent ensemble. J'ai plus jamais lu un livre comme ça. Ça n'a rien à voir avec Saint-Exupéry,
avec Citadelle. Mais ça m'a... Il m'a marqué parce qu'il n'est pas superficiel, parce que l'auteur aurait pu se contenter d'exploiter l'originalité du personnage, d'en faire un fou furieux des années 60 qui se bat contre tous. Il y a en profondeur une profonde détresse, une profonde mélancolie. C'est un être tel qu'il est décrit, tel que je me l'imagine. On ne peut que haïr et on ne peut qu'être dégoûté par des personnages qui prennent si mal soin d'eux-mêmes, qui ne se lavent pas, qui sont arrogants, qui sont méchants. Mais tout ça, c'est de la surface. C'est de la surface. Il y a en dessous quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. Et on est ici dans de l'intuition, puisque c'est de la lecture qu'il s'agit. Il y a en dessous de cela quelque chose que je n'arrive pas à exprimer et qui fait que ce personnage-là, on l'aime. On l'aime quand même, et on l'aime malgré ce qu'il est. Et je dirais peut-être même, au fur et à mesure, on l'aime parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est comme ça. Et que c'est un personnage, et qu'on a de l'affection pour ce gamin-là. Bien que ce soit un grand gamin, il pourrait pas être mon ami, je pourrais pas être son ami, mais c'est un personnage, quand il croise nos vies, il la change. Je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas. Pourquoi ce titre? On explique un peu. À mon avis, le titre vient tout simplement du fait que le personnage est un génie, se dit-il, et que donc il a le monde entier ligué contre lui, comme il est expliqué dans la citation, et que lui, il conjure les imbéciles, par son intelligence, parce que quand même, je vous ai dit, la deuxième page dit que sa tenue était acceptable au regard donc de tous les critères théologiques et géométriques. Mais donc, si il fait l'éloge des gens qui sont mal habillés, il condamne donc ceux qui sont bien habillés. Plusieurs tenues étaient assez neuves et assez coûteuses pour être légitimement considérées comme des atteintes au bon goût et à la décence. La possession de tout objet neuf ou coûteux dénotait l'absence de théologie et de géométrie du possesseur, quand elle ne jetait pas tout simplement des doutes sur l'existence de son âme. Le ton est donné, vous voyez, à la première page. On voit que c'est un homme qui intellectualise tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. C'est un être très très compliqué à vivre. Il a de la chance, et ce livre et ce personnage est la preuve que l'amour existe pour tout le monde et pour tout un chacun. La conjuration des imbéciles. C'est un livre que je recommande à toute personne qui me demande: tiens, Jean-Marc, qu'est-ce que tu conseillerais comme livre? Voilà. Le troisième livre qui m'a fait un choc littéraire, c'est Don Quichotte. Vous avez lu Don Quichotte? Oui. Non, madame? Madame, vous avez lu Don Quichotte? Non. Et vous, madame, vous avez lu Don Quichotte? Non. J'ai apporté le premier tome, il fait 2 tomes, donc c'est 2 tomes comme ceci. Il y a plusieurs traductions, il y a Gallimard est resté, je n'ai pas lu cette version-ci, je l'ai acheté par la suite, a fait une traduction assez proche de l'origine. Moi je l'ai lu Seuil, donc collection Point, dans une nouvelle traduction. À l'époque c'était une nouvelle traduction déjà, qui était plus moderne, un peu moins poussiéreuse. Et je pense que si je l'avais lu dans cette version-ci, le choc aurait été encore plus grand. Donc je regrette de ne pas l'avoir lu dans cette version. Alors pourquoi le choc?
Parce que j'entendais depuis tellement longtemps Don Quichotte, Don Quichotte, Don Quichotte. Je ne connaissais pas cette histoire. Et je me suis dit, bon voilà, Cervantes, je sais quand est-ce que ça a été écrit ça, en 1600, et voilà, donc tout début du XVIIe siècle. Donc on doit s'attendre à un livre, excusez-moi, du XVIIe siècle. Donc une belle langue, une belle et noble histoire, et certainement, en même temps, même si on ne veut pas le dire, ennuyeuse, comme les histoires du XVIIe siècle. Mais bon, j'entendais tellement de gens me dire que ce livre était extraordinaire, que ce soit des lecteurs, que ce soit les milieux plus intellectuels, les universitaires, les gens se plaisent à parler de Don Quichotte. Est-ce qu'il n'y a pas un snobisme derrière ça, comme si on doit avoir lu Proust, on doit avoir lu Don Quichotte? J'ai deux types de lectures. J'ai des lectures plaisir et des lectures que je sens avoir le devoir de lire. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais m'y mettre. Je vais lire ce classique et on verra. Et donc c'était un très très bon point de départ pour moi, parce que je me suis pris une grande claque. J'ai dû aller vérifier à l'époque à quelle date ce livre avait été écrit, parce que c'est un livre absolument fabuleux, original, et où le ton est donné dès les premières pages. Voilà un homme qui aime les histoires de chevalerie et qui se plaît à les lire et à en lire tellement plus que d'une part il se ruine pour acquérir les livres et d'autre part il ne fait plus rien de ses journées d'autre que lire des romans de chevalerie. Et petit à petit arrive dans sa tête que lui aussi est un chevalier et que comme tout chevalier il faut qu'il ait son équipement. Et c'est dès ces premières pages-là que l'histoire prend un tournant. Parce qu'il va évidemment prendre un mulot, il va prendre un écuyer, un homme... je pense que c'était même un simple d'esprit, si je me souviens bien, dans l'histoire. Et comme il se considère chevalier, évidemment, il a besoin d'une noble dame, il a besoin d'une amoureuse qu'il va choisir parmi les femmes du village. Et cette dame doit probablement se demander, mais qu'est-ce que ce rigolo me veut finalement à la fin ? Et cet homme part à la conquête, il part dans son délire. Et donc Quichotte est considéré comme le premier roman moderne finalement, alors que ça a été écrit au XVIIe siècle. Il sort de tous les codes. Il critique la société. C'est une histoire qui parle d'un fou, mais qui croit à fond à son histoire. Et moi je lui donne raison. Je suis d'accord que les gens aient des folies telles que celle-là. On a besoin d'originaux dans la vie. Et celui-là, pour le coup, en est vraiment un. Et plus les pages avançaient, plus j'ai ri, j'ai souri, j'ai eu des sensations de bonheur et de joie, des sensations, même plus que du bonheur et de la joie, des sensations de pur plaisir. La sensation de pur plaisir, c'est cette sensation où on oublie tout en fait. On oublie l'histoire, on oublie où ça se passe, on oublie le temps, on oublie l'espace, on oublie où on est. Et on est plongé dans l'histoire. Je l'ai lu il y a longtemps, il y a presque 20 ans. Je prends le temps, je sais que ce livre, je le relirai. Et peut-être un seul regret, c'est de ne pas l'avoir déjà relu. Mais le souvenir qu'il m'en a laissé, ce souvenir-là de plaisir de lecture, il est intact, comme pour les autres. Et c'est peut-être ça qui finalement a guidé mon choix à la fin. J'ai laissé le côté intellectuel et je me suis dit aujourd'hui, si je repense
à cette pure notion de plaisir. Quels sont les livres, peu importe d'où ils viennent, par qui ils ont été écrits, ce qu'ils racontent. Quels sont les livres qui m'ont fait le plus plaisir, qui m'ont fait quelque chose là, qui aujourd'hui, longtemps après, est toujours là. Eh bien, Don Quichotte de la Manche en fait partie. Je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à le lire. Et si vous l'avez lu, je ne vous inviterai pas à le relire parce que c'est d'abord à moi que je devrais le dire. Donc à vous, je ne vous le dirai pas. 4e livre. Kawabata. Pays de neige. Personne ne connaît, je vois. J'avais lu de lui, il y a quelques années, un livre qui s'appelait Le Maître ou le Tournoi de Go. Vous connaissez le jeu de Go, c'est un jeu, un jeu asiatique dont les règles sont extrêmement simples et dont les logiques et les stratégies encore plus complexes que le jeu d'échecs. Et il n'y a pas longtemps, en fait c'est le dernier des 5, mais après je vous parlerai du 5e. Pays de neige, je l'ai lu il y a environ 6 mois. Un livre très court, 190 pages. Yasunari Kawabata, japonais, qui a eu le prix Nobel de littérature en 68 et qui s'est suicidé 4 ans plus tard, en 72. Il a écrit des œuvres très, très courtes. J'ai eu du mal à rentrer dans cette histoire. Elle ne ressemble à... Elle ressemble à rien de ce que j'ai lu jusqu'à présent. À rien. C'est un livre très court, qu'il a mis de nombreuses années à écrire. Ce n'est pas écrit dans cette préface-ci. D'ailleurs, c'est bien que vous ayez amené cette édition-là, les œuvres complètes de Kawabata, parce que je pense qu'il est écrit en préface de cette version-ci. Combien de temps il a mis pour l'écrire? Je pense qu'il a mis plus de 10 ans, c'est certain. Je me demande même s'il n'a pas mis une vingtaine d'années, je ne sais plus, mais je sais qu'il a mis un temps extrêmement long pour écrire une œuvre aussi concise que celle-là. Et vous voyez au volume que je tiens entre mes mains qu'il n'a pas écrit que cela. Et ce livre ici, la pochothèque, que vous connaissez certainement, c'est du papier Bible. Donc j'ai ici entre les mains, voilà, 1600 pages de Kawabata. Pays de neige est une histoire banale. C'est une histoire d'amour. C'est un homme qui va dans une petite station thermale, qui rencontre une femme. Il va la rencontrer 3 fois. Il va s'y rendre 3 fois. Et il va se passer entre eux je pourrais pas dire une histoire d'amour, mais il n'y a pas d'autre mot, donc ça ne peut être que ça. Il y a 2 choses qui m'ont intrigué dans ce livre. Tout d'abord, c'est l'écriture. Une écriture pure, une écriture dont il semble que les mots n'ont qu'une seule fonction, c'est d'essayer d'amener le lecteur à un endroit que l'auteur ne décrit pas. Comme si les mots étaient là pour servir d'emballage. Voilà. Servir d'emballage à l'indicible, à tout ce qui se passe entre les lignes. Comme au cours d'un repas ou au cours d'une discussion où on est avec plusieurs personnes, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. On est en train de discuter
mais on sent que entre deux personnes, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parfois, ça peut être de la haine. En l'occurrence ici, ce sera au minimum de l'intérêt. Il y a de l'amour. Mais dans la façon dont c'est écrit, dont c'est décrit, à la façon dont ce n'est pas écrit, c'est une expérience unique pour moi, où j'ai pris là une grande baffe en tant qu'écrivain. Je me suis rendu compte il y a des façons de dire des choses en peu de mots. Il y a des gens qui arrivent très bien à écrire 600 pages, 800 pages, et où on plonge, on est dedans. Parfois, il arrive qu'on écrive 2000 pages et où il est difficile de lire ligne après ligne. Ce qu'on appelle des romans qui nous sont imbuvables et qui tombent par terre. Malgré le fait que ce livre soit court, il m'a demandé énormément de temps. J'ai l'impression que les phrases étaient pliées, dépliées, pour essayer de bien faire comprendre au lecteur ce que j'essaie de dire, mais sans le dire de façon plate. Sinon, c'est pas un roman. Et c'est là tout l'art de Kawabata, c'est de nous plonger dans une atmosphère où parfois en cours de lecture, je m'arrêtais et je ne pouvais pas faire autrement. J'appelais ma femme, qui ne lit pas du tout, et je lui dis, je vais te lire une phrase, à la limite, peu importe si toi tu l'écoutes ou pas, mais moi j'ai besoin de te la dire, j'ai besoin de la lire à haute voix, tellement ces phrases étaient belles, même pas pour le sens. Saint-Exupéry, je vous l'ai lu précédemment, a écrit des choses spirituelles, de la pensée. Ici, c'est comme s'il avait voulu faire, non pas un roman, mais de la poésie. Je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire 2 extraits. Vu que j'ai deux extraits que j'ai soulignés. Donc, il y a 2 protagonistes. Donc, l'homme s'appelle Shimamura et la femme s'appelle Komako. Donc, c'est l'homme qui finit en A et la femme qui finit en O. Le premier extrait parle de Shimamura. Revenu à la gare, Shimamura y attendit un train pendant près de 2 heures. Le timide soleil d'hiver s'était couché et le ciel nocturne avait une limpidité telle que les étoiles y paraissaient polies à neuf, luisantes comme jamais. Shimamura se sentait les pieds glacés. Tout petit extrait, mais cette phrase, le ciel nocturne avait une limpidité telle que les étoiles y paraissaient polies à neuf. Je me suis immédiatement projeté dans une nuit d'étoiles fraîches. On voit ces étoiles qui scintillent, qui sont immobiles. Des étoiles polies à neuf, Comment est-il possible d'écrire quelque chose d'aussi beau et d'aussi simple et de ne jamais y penser? C'est extraordinaire. Et une autre phrase, il y a beaucoup de... Je ne l'ai pas dit, mais comme c'est du non-dit, il y a beaucoup de sensualité dans ce texte. Beaucoup de sensualité. Et voici un texte très sensuel. Donc, elle s'appelle Komako. Quand Komako avait levé le bras par-dessus la portière pour se tenir par-dessus, la manche de son kimono avait glissé jusqu'au coude, révélant le rouge intense du sous-kimono qui miroita sur la glace fermée avant de déverser sa chaleur rayonnante dans le cœur même de Shimamura, transi de froid.
c'est une longue phrase dans laquelle il se passe. Est-ce que je peux vous la relire? Quand Komako avait levé le bras par-dessus la portière pour se tenir par-dessus, la manche de son kimono avait glissé jusqu'au coude, révélant le rouge intense du sous-kimono qui miroita sur la glace fermée avant de déverser sa chaleur rayonnante dans le cœur même de Shimamura, transi de froid. C'est extraordinaire. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai pas pu continuer de lire. J'étais obligé de s'arrêter, d'imaginer, de penser. Pourquoi c'est un livre qui se lit très lentement. Et il en a écrit d'autres, il en a écrit beaucoup d'autres. Je vous invite vraiment à lire. C'est une expérience de lecture. Je venais d'une autre lecture. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dû relire, je pense, j'ai dû m'y reprendre à 5 fois. Je crois que j'ai dû relire 5 fois les 2 premières pages parce que je comprenais pas de quoi il s'agissait. Et puis il m'a fallu encore une trentaine de pages avant de commencer à comprendre de quoi il s'agissait et avant de comprendre, d'accord, c'est le ton, c'est là où il veut m'emmener, on sent bien qu'il veut dire quelque chose, on sent bien, mais il prend le lecteur exactement pour ce qu'il est, pour quelqu'un d'intelligent et qui n'a pas envie qu'on lui serve du fast-food et de mots. Voilà, prenez le temps. Il est japonais, oui. Le tout premier paragraphe. Un long tunnel entre les 2 régions, et voici qu'on était dans le pays de neige. L'horizon avait blanchi sous la ténèbre de la nuit. Le train ralentit et s'arrêta au poste d'aiguillage. C'est un livre que je vais relire également. Je ne suis pas étonnée que vous aimiez ce livre parce que le rythme est lent, poétique. Oui. Ça me fait un peu penser à ça. Merci. C'est impossible d'écrire comme ça, je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas possible d'écrire comme ça. Et lui, il l'a fait. C'est fort imagé. Alors, je vous ai lu des passages imagés. Je vous ai lu des passages poétiques. Mais ce n'est pas imagé. Quand l'homme entre dans la pièce, il n'utilise pas des artifices. Mais il y a certains moments, quand il veut expliquer quelque chose, il explique très bien ce que peut faire pour un homme amoureux d'une si belle femme, qu'est-ce que ça peut faire pour lui, alors qu'il ne se passe rien de physique entre eux, de ça. Vous voyez ? D'apercevoir ça, ce qui s'est passé là sous la manche, et qui va lui percer le cœur, lui qui était transi de froid. Ce contraste entre la froideur environnante et la chaleur de l'image qui vient le percuter, à ce moment-là, si c'est ça qu'il veut dire, alors là, le langage est poétique. Mais si le langage n'a pas besoin d'être poétique, il ne l'est pas. Et c'est ça la force du roman. Parce que ce n'est pas de la poésie de la première à la dernière. C'est un objet, c'est un bijou. Et la poésie et les propos sont là au moment où ils doivent l'être. Et ils n'y sont pas au moment où ils ne doivent pas l'être, à mon sens. Ben, je ne sais pas quels sont encore les livres que vous avez envie de nous faire connaître, mais déjà dans quelques-uns dont vous nous avez parlé aujourd'hui, je ne suis pas la seule, je pense que toi aussi. On reconnaît en vous
ce besoin d'éliminer les mots en trop, vraiment de d'élaguer tout ce qui n'est pas nécessaire et nous faire vivre des émotions dans quelques mots, et on voit où sont vos personnages, on voit ce qu'ils partagent, mais sans mots inutiles. Et votre livre, en fait, c'est... Pour moi, il est très, très puissant. Il se rapproche peut-être du Petit Prince, parce qu'on le lit et le relit. Maintenant, je le relis sans regarder l'histoire. On l'a lu 2 fois. Et puis, quelles que soient les pages, on retrouve des notions qui aident à vivre. Et là, quand vous parlez de cet auteur que je ne connais absolument pas, M. Kawabata, on a l'impression que c'est un peu la même démarche, que vous ne soyez pas de la même culture que lui, qui a créé ce livre que vous avez fait. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est très clair. Je suis très touché par ce que vous me dites. Il est vrai que dans ma pratique de l'écriture, je constate que plus je veux en dire, et moins ça fonctionne, et moins ça me plaît, en fait. Et je sais que pour Monsieur Origami, je l'ai écrit avec une paire de ciseaux dans la tête. J'ai coupé tous les mots qui faisaient trop de bruit. Mais l'essentiel est dit. J'avais cette idée, j'ai eu cette idée en tête un jour. Je me permets de répondre puisque... Ah ben je vous en prie. Après, je vous parlerai du dernier livre, on peut parler de ça. J'ai eu l'idée un jour de faire se rencontrer, l'idée de départ, faire se rencontrer un jeune Italien prétentieux, ou, allez, on va dire, à l'aise dans la vie, sûr de lui, venir gratter la vie rangée d'un vieux japonais, qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui fiche la paix. J'avais ce point de départ. Et ce point de départ serait servi par 2 de mes passions, qui sont d'une part les origamis et d'autre part les belles montres. Et je me suis dit, le japonais, il va plier des origamis. Et il veut qu'on lui fiche la paix, et il va méditer devant ses feuilles de papier. Et le jeune va arriver, il va rien comprendre à ce que ce personnage fait. Et le vieux va être agacé. Je dis vieux, pas parce qu'on est vieux à 60 ans, mais parce que lui, dans sa démarche, dans son état d'esprit, il a vieilli, il est vieux. Comme si pour lui, il était trop tard. Comme si pour lui, il était trop tard pour tout. Donc, cette idée que j'ai eue de faire se rencontrer ces 2 personnages, j'étais tellement content de moi, ça me faisait tellement plaisir cette image-là, que j'ai tout de suite commencé à écrire. Et j'ai écrit 3 pages et demie, et je me suis rendu compte, après les avoir lus, relus, que c'était extrêmement mauvais. Vraiment, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête. Et je me suis dit, mais je n'écris plus jamais comme ça. Et j'ai failli effacer ces pages, et je les ai gardées pour m'en servir comme anti-référentiel. Je les ai toujours dit, Jean-Marc, n'écris plus jamais comme cela. Et j'ai dû attendre 2 ans, parce que cette histoire m'a résisté. Donc j'ai écrit autre chose, et je gardais cette histoire dans le coin de l'œil. Comme je donne toujours cet exemple-là, parce que c'est le meilleur qui me vient en tête, comme 2 chats qui vont se battre. Ils se battent pas. Ils sont assis l'un près de l'autre. Ils sont pas encore au stade où ils miaulent, mais on sent bien que ces 2 chats-là, ils sont pas amis. Il y en a un des 2 qui va attaquer. Vous avez déjà vu des chats comme ça qui attendent. Ils peuvent rester des minutes entières. On les regarde, on n'a plus de patience, on s'en va. Mais eux, ils restent là. Et on ne sait pas lequel des 2 va attaquer. Eh bien, entre cette histoire et moi, c'est ce qui s'est passé. Pendant 2 ans. J'ai continué à vivre, à faire ce que j'avais à faire. Mais on se guettait du coin de l'œil, lui et moi.
Et un jour, j'ai senti comment je voulais le faire. Et ce jour-là, je l'ai écrite. Et je l'ai écrite à un moment, et c'est peut-être pour ça que Kurogiku passe 40 ans dans la solitude totale, presque totale, parce qu'il n'est pas seul, il croit ou il fait le malin, ça lui fait plaisir de se dire je suis seul, alors qu'il ne l'est pas. Et donc si je l'ai mis dans cette position-là, c'est parce que moi j'avais aussi besoin à ce moment-là de silence, de solitude et de prendre du recul, voilà, par rapport à mon expérience, voilà, surtout professionnelle. Et donc ce livre est arrivé, cette histoire s'est imposée à moi à ce moment-là. Moi, je me suis posé une question. Oui. Ce livre est tellement bien écrit, on ressent tellement bien cette ambiance de méditation. Je me suis dit que vous aviez certainement une expérience dans la méditation. Oui. Et en fait, probablement, maintenant, j'arrive à mettre les mots là-dessus, plus que ce que je pensais à l'époque. Je suis belge, je suis d'origine italienne, mais j'ai toujours été attiré par le Japon depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis tout petit. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Et ce mystère-là me plaît. Attiré par l'état d'esprit, en fait, du Japon. C'est bien que quand j'ai eu 12 ans, j'ai pratiqué les arts martiaux, et j'ai fait ça pendant 6-7 ans. Mais j'ai fait ça d'une façon assez particulière. C'était des cours qui, a priori, étaient tout à fait banals. C'était dans la salle de sport de mon école secondaire. Un mardi par semaine. Il n'y avait pas de compétition, on n'était pas dans un club, on était vraiment entre nous, entre les étudiants de l'école secondaire. Mais voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que ces cours étaient donnés par un professeur. Il est là, maintenant, et il doit bien sourire parce que lui-même ne donnait pas de cours et ne se considérait pas comme professeur. Il n'a jamais trouvé les mots pour dire ce que lui était, ni pour ce qu'il faisait, mais il ne voulait rien enseigner et il ne donnait pas cours. Voilà. Et cet homme-là était 7e dan de karaté. 7e dan, est un grade très élevé. Il y en a 10 en tout. Le 10e dan de karaté est en général réservé au maître, à l'initiateur de l'art martial. Rares sont les personnes qui peuvent atteindre un tel niveau. Cela veut dire que cet homme était déjà très âgé quand il nous a donné cours. Et il nous a appris du karaté l'état d'esprit. Il nous a par exemple expliqué des choses très simples. L'importance non pas de respirer, oui, respirer c'est important, mais en plus de cela, d'en prendre conscience, même quelques secondes par jour. Et je mesure aujourd'hui la chance que j'ai eue, parce que depuis ce jour où il a dit ça, j'étais quand même encore adolescent, cette phrase m'a marqué et je l'ai toujours pratiquée. Et c'est aujourd'hui que je mets un mot là-dessus. Aujourd'hui, je peux dire, voilà, c'est de la pleine conscience, c'est de la mindfulness, c'est du Jon Kabat-Zinn, c'est du Thich Nhat Hanh, voilà, c'est... Pardon ? Voilà, c'est tout ça. À l'époque, moi, j'avais pas les mots, mais je me suis rendu compte par la suite que je pratiquais déjà quelque chose sur lequel je ne mettais pas de mots, comme la pleine présence, la pleine conscience. Il y a quelques années, j'avais commencé à essayer d'en faire et ça ne marchait pas très bien. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce qu'en fait, je le faisais déjà. Donc c'est un peu comme si je voulais forcer quelque chose que, en fait, j'ai toujours fait grâce à ce professeur, qui n'en est pas un, mais qui en est quand même un. Donc voilà la réponse à votre question, la méditation. Ouais. Et on le sent très fort. Ouais. Ça coule de source. Et puis vous arrivez à nous mettre
en méditation de par la lecture de ce livre. Et c'est comme on se disait, c'est un peu comme l'autre livre, Kawabata. Vous ouvrez n'importe quelle page, c'est quelque chose de riche. Oui. À toutes les pages. Enfin, Oui, mais oui. même sans resuivre l'histoire, c'est des mots qui parlent. Ouais. Et il est tellement riche que je l'ai déjà lu 4-5 fois. Et chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Vous ne vous attendiez pas à ça ce soir. J'étais là plutôt pour parler de livres. mais ça aussi. Et je vais vous faire un aveu. Dans ma bibliothèque, j'ai le livre du Petit Prince, qui a ce format-là. Et le vôtre, il est contre le Petit Prince. Eh bien ça, j'y penserai très longtemps. Et ce sera pour toujours. Merci. On vous écoute pour un autre livre si vous avez envie d'en parler. Allez, allons-y. Océan-mer de Alessandro Barrico. Si vous ne connaissez pas, si personne ne connaît ce livre, je suis content. Je suis content de pouvoir vous le faire découvrir. Avant de parler de ce livre-là, je vais vous en parler d'un autre de lui sur lequel je suis tombé par hasard quand j'étais à l'université. Et ça s'appelle Novecento, pianiste. C'est écrit, et dans le texte original italien, c'est Novecento, un monologue. C'est un texte qui est écrit pour le théâtre. Et c'est l'histoire d'un homme qui est sur un bateau et qui explique en fait l'arrivée dans sa vie d'un bébé dans le bateau. On se demande mais qu'est-ce que c'est que ce machin, que vient faire ce truc sur ce cargo. Et cet enfant, ce garçon va grandir. Il faudra bien lui donner un prénom. Alors comme on est au 19e siècle, on va l'appeler 1900. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle, Novecento. On l'a trouvé dans une caisse où il y avait les initiales TD Lemon, donc il s'appelle Novecento TD Lemon. Et ça poursuit comme ça. On part déjà dans un délire. Et ce fameux Novecento est un pianiste extraordinaire qui joue sur un piano à queue dans la mer, enfin sur le bateau. Ouais, il faut s'imaginer ça. C'est le plus grand pianiste du monde, qui ne met jamais un seul pied à terre, qui parfois demande qu'on décale les roues pour qu'il puisse jouer du piano pendant qu'il roule au gré du roulis des vagues. C'est extraordinaire. Et le texte commence comme cela. Je ne l'ai plus de mémoire, mais ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en a toujours bien un qui le premier la voyait. Enfin, je veux dire, on était plusieurs sur ce bateau. On était des centaines, des milliers, mais il y en a toujours un qui le premier la voyait. La terre. Vous voyez, tout ça pour expliquer qu'en fait, voilà, on est sur un bateau et on sent qu'on arrive en terre. Cette technique narrative de Alessandro Barrico m'a beaucoup plu. Et j'ai commencé à découvrir un deuxième livre de lui. On m'avait dit, si tu as lu Novecento, tu dois absolument lire Soi. Je l'ai lu. Ce n'est pas le livre de Barrico que je préfère. Et on m'a déjà dit, mais enfin, comment peux-tu dire une chose pareille? Soi, c'est son plus beau livre. Eh bien, pas pour moi. C'est un très beau livre que je vous invite à découvrir. Soit, ce n'est pas le plus beau pour moi. Il en a écrit d'autres. La jeune épouse, qui est l'un de ses derniers romans, était aussi un livre d'une très belle sensualité, très très beau. Un livre qui a été écrit c'est de façon très originale. Il n'y a aucun prénom. Il y a juste les personnages. Les personnages sont nommés par leur situation. Le père,
la mère, le majordome, le curé, la jeune épouse. Et l'histoire est comme cela. La narration est surprenante car le narrateur est un des personnages et la narration change en cours de lecture. On passe d'un personnage à l'autre sans que l'auteur ne donne d'indication. Donc on lit un paragraphe, parfois même ça change d'une phrase à l'autre, et on dit « Ouh, mais attends, je comprends pas, c'était le père qui parlait, maintenant c'est la jeune épouse ». Donc la toute première fois, j'étais un peu désarçonné, un peu perdu, mais j'ai fait confiance, parce que comme j'ai tout lu de Baricot, je me dis « S'il a fait ça, c'est que ça va être bien ». Et effectivement, après on s'y habitue, et quand on s'y habitue, c'est comme quand on regarde un jeu où chacun se passe la balle. La balle, c'est l'histoire. Et puis, il y a des gens qui prennent la balle à un moment, donc c'est lui qu'on regarde. Il lance la balle à son voisin, c'est le voisin qu'on regarde. Et pourtant, on comprend ce qui se passe. Il y a plusieurs personnages, il y a une seule balle. Et bien, la jeune épouse, c'est un peu ça. C'est un récit... extraordinaire. Je vous parle de ça parce que c'est l'un des derniers que j'ai lu. Il en a écrit beaucoup d'autres. Si je devais, moi, dire le livre de Baricot que je préfère, c'est ça. Ça, mesdames, messieurs, c'est un livre que j'adore. C'est un livre que j'ai envie d'apprendre par cœur. Et je pense que je suis assez fou un jour pour le faire. 280 pages, je pense que je vais le faire parce qu'on dit qu'apprendre des choses de mémoire, c'est bon pour le cerveau. Quand j'avais 18 ans, je m'étais amusé à apprendre les 100 premières décimales du chiffre pi. Maintenant, j'en connais plus qu'une... Une phrase connue. Oui, oui. Maintenant, j'ai un peu perdu ça. J'en connais une vingtaine ou une trentaine que j'ai toujours gardé comme ça. Voilà, à l'époque, on s'amuse à des choses inutiles. Vous voyez, voilà. Et ce livre-là, quand j'ai lu ça, il y en a un autre de lui. C'est le tout premier qu'il a écrit. Ça s'appelle Château de la colère. Château au pluriel. Château de la colère. Le livre commence par un dialogue entre deux gamins. Et je ne sais pas où sont les châteaux. Je ne sais pas où est la colère. Je ne sais pas ce que sont les châteaux de la colère dans ce livre. Il a eu le prix Médicis étranger, je pense, pour ce livre-là. C'est fantastique. Et j'ai même pas envie de vous dire pourquoi. Il y a l'histoire d'un homme qui... il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire d'un homme qui part. Et on sait qu'il revient. On sait qu'il revient de temps en temps parce que quand il revient, son retour est précédé par un cadeau qu'il offre à sa femme et qu'elle va ranger quelque part. Quel est ce cadeau ? Et pourquoi elle reçoit ce cadeau-là ? Il faut lire l'histoire. Histoire d'un homme qui veut faire venir le chemin de fer. On est 19e siècle. Il veut faire venir le chemin de fer dans une ville imaginaire de Quinnipiac. Ça fait un peu western. Ça fait un peu... comment ça s'appelait cette série série western qu'on voyait il y a une vingtaine d'années. Le mystère de l'Ouest. Ouais, ça fait un peu ça. Ça fait un peu mystère de l'Ouest. Ça nous met un petit peu dans une ambiance... un homme qui veut construire une cathédrale en verre, rien qu'en verre, une cathédrale en verre. Enfin, vous voyez, on est dans de la folie, c'est beau, c'est juste beau. Dans un autre livre, City, c'est extrêmement drôle. On est dans le livre commence sur un sondage pour voir si les lecteurs d'un petit magazine veulent la mort d'un personnage. Et donc il y a une standardiste qui reçoit les appels. Pour écouter, voilà, bonjour, maison d'édition un tel, est-ce que selon vous tel personnage doit mourir ou pas? Et là en fait lui répond, il y a un petit gamin qui lui téléphone. Et ça va être un dialogue entre cette standardiste qui est censée abréger la conversation et ce petit gamin qui lui demande si dans le bureau où elle travaille il n'y a pas deux énormes méchants.
Elle dit mais non, ils sont pas. Oui, mais faites attention, il y en a un qui parle pas. Ils sont pas vraiment très méchants, mais faites quand même un peu attention. Enfin, le gamin, il est dans son monde, il est dans son imaginaire, et je pense qu'Alessandro Baricco lui-même est dans son monde et dans son imaginaire. Océan-mer, on est au bord de l'eau, on est dans une pension, la pension Almayer. Il y a plusieurs personnages là-dedans. Il y a un homme qui... l'histoire s'ouvre sur ça, sur un homme qui est dans l'eau et qui peint. Donc il a son chevalet et devant lui il y a la mer. Et il peint. Il peint d'une façon très particulière que vous découvrirez, pas que vous découvririez, mais que vous découvrirez parce que vous allez le lire, ce livre. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une injonction, c'est un état de fait. Voilà. Il peint et vous allez découvrir dès les premières pages comment il peint. Je ne voudrais pas vous gâcher ce plaisir. Il y a un autre homme qui est là parce que il est là pour guérir sa fille qui est malade. Il y a une autre dame aussi qui a rejoint la pension Almayer. Elle a aussi une quarantaine d'années, 45 ans. Elle aussi est malade, mais c'est une maladie. C'est une maladie étrange. C'est pas une maladie physique. C'est pas une maladie de l'âme, c'est elle qui pose le mot de maladie sur un acte qu'elle a posé et à propos duquel elle se sent coupable. Il y a au fond de la pension une pièce toujours fermée. Et on ne sait pas qui y loge. Et à la réception, c'est une petite fille. Une petite fille qui est à la réception. Je suis en train de vous décrire l'histoire alors qu'en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On est plongé tout de suite dans l'histoire. Il y a 3 parties. Dans la première partie, si je me souviens bien, chaque chapitre introduit un personnage. Donc, premier chapitre, on lit un personnage. Deuxième chapitre, on lit un deuxième personnage. Troisième chapitre, un troisième personnage. Quatrième chapitre, un quatrième personnage, avec le deuxième. Cinquième chapitre, un cinquième personnage, avec le premier. Et ça commence comme ça. Et comme ça, l'histoire se met en place. Et puis, poum, rupture. Sur une deuxième partie, brève, de 20 pages, on est ailleurs, complètement ailleurs sur un bateau. Et la dernière partie, la troisième partie, qui porte le nom de chacun des personnages. Il y a Élise Wynne, il y a le père Pluche, il y a Anne Deveria, il y a Plasson, c'est le peintre Plasson. Il y a Barthelboom, Savigny et la suite. Je ne dis pas. Je vais vous lire un extrait de ce livre. Je vais vous lire un extrait et vous expliquer pourquoi je vais lire cet extrait. C'est un extrait que j'aime bien, c'est un extrait que j'aime tellement que depuis que j'ai lu ce livre, je l'ai retapé à l'ordinateur, et je l'ai mis en forme et je l'ai encadré dans mon hall d'entrée. Et quand je suis seul, quand ma femme et mes enfants ne sont pas là, je regarde ce cadre, je regarde le vide et je le récite
devant les centaines de personnes qui veulent bien l'entendre. Et aujourd'hui, vous êtes mes centaines de personnes, si vous le voulez bien. Il est debout, alors je vais me lever, si vous permettez. Seul, au milieu de la plage, Bartelboom regardait. Pieds nus, le pantalon roulé pour ne pas le mouiller, un grand cahier sous le bras et un chapeau de laine sur la tête. Légèrement penché en avant, il regardait le sol. Il examinait l'endroit exact où la vague, brisée 10 mètres plus tôt, s'étirait, devenue lac et miroir et flaque d'huile, remontant la douce inclinaison de la plage pour finalement s'arrêter, sa frange ourlée d'un perlage délicat. Et hésiter un instant avant d'esquisser vaincu une élégante retraite et se laisser glisser en arrière sur le chemin d'un retour en apparence facile, mais en réalité proie idéale pour l'avidité spongieuse d'un sable qui jusque-là pacifique se réveillait soudain, et cette brève course de l'eau en déroute l'évaporait dans le néant. Bartelboom regardait. Dans le cercle imparfait de son univers visuel, la perfection de ce mouvement oscillatoire formait des promesses que l'unicité singulière de chacune de ces vagues condamnait à n'être pas tenue. Il était impossible d'arrêter cette continuelle alternance de création et de destruction. Ses yeux cherchaient la vérité, descriptible et mesurable, d'une image complète et sûre. Et il se retrouvait en fait courir derrière l'incertitude mouvante de ce va-et-vient qui berçait et bafouait tout regard scientifique. C'était agaçant. Il fallait agir, d'une manière ou d'une autre. Bartelboom stoppa ses yeux. Il les dirigea juste devant ses pieds, encadrant une portion de plage muette et immobile. Et il décida d'attendre. Il fallait qu'il cesse de courir après cet épuisant balancier. Si Mahomet ne va pas à la montagne, etc., se dit-il, tôt ou tard viendrait, dans le cadre délimité par ce regard qu'il trouvait mémorable de froideur scientifique, tôt ou tard viendrait s'inscrire le profil exact, ourlé d'écume, de la vague qui l'attendait. Et là, il se fixerait comme une empreinte dans son cerveau, et lui, il comprendrait. Tel était le plan. Avec une abnégation totale, Bartelboom se cala dans une immobilité dépourvue d'affect, se transmuant, si l'on peut dire, en instrument d'optique neutre et infaillible. Il respirait à peine. Dans le cercle fixe découpé par son regard, un silence irréel tomba. Un silence de laboratoire. Bartelboom était semblable à un piège, imperturbable et patient. Il attendait sa proie. Et la proie, lentement, arriva. 2 chaussures de femme, grandes, mais de femme. Vous devez être Bartelboom. Bartelboom, à vrai dire, attendait une vague, ou quelque chose de ce genre. Il leva les yeux et vit une femme enveloppée dans un élégant manteau violet. Bartelboom, oui, professeur Ismaël Bartelboom. Vous avez perdu quelque chose ?
Barthelboom se rendit compte qu'il était resté penché en avant, toujours figé dans le scientifique profil de l'instrument d'optique en quoi il s'était transmué. Il se redressa avec tout le naturel dont il fut capable, c'est-à-dire bien peu. Non, je suis en train de travailler. Travailler ? Oui. Je fais des recherches, voyez-vous ? Des recherches. Ah. Des recherches scientifiques, je veux dire. Scientifiques, oui. Silence. La femme se serra dans son manteau violet. Coquillage, lichen, ce genre de choses ? Non. Vague. Texto ! Vague. C'est-à-dire... Vous voyez là l'endroit où l'eau arrive, elle monte le long de la plage et puis elle s'arrête ? Voilà, cet endroit-là, exactement. Celui où elle s'arrête. Ça ne dure qu'un instant. Regardez, voilà, là, ici par exemple. Vous voyez, ça ne dure qu'un instant, et puis ça disparaît. Mais si on pouvait fixer cet instant, l'instant où l'eau s'arrête, à cet endroit-là exactement, cette courbe, c'est ça que j'étudie. L'endroit où l'eau s'arrête. Et qu'y a-t-il à étudier ? Eh bien, c'est un endroit important. On n'y fait pas toujours attention. Mais si vous y réfléchissez bien, il se passe là quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire. Vraiment ? Barthelboom s'inclina un peu vers la femme. On aurait dit qu'il voulait lui dire un secret quand il lui dit « C'est là que finit la mer. » Vous avez un grand hall d'entrée. Oui. Tout le mur est tapissé. Non, ça fait... Un cadre. Un A4. Voilà. C'est le ton de l'histoire. Il part dans des sortes de délire. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez où il veut en venir. Au début, on pense que voilà, il tourne autour du pot, mais en fait, pour le personnage, c'est important, et c'est par cette rencontre avec cette femme qu'on se rend compte de... Finalement, on se rend compte à qui on a affaire. On voit très bien du coup qui est l'homme, et on voit aussi un peu moins qui est la femme pour l'instant, mais la suite montrera très bien qui est la femme. J'ai eu moi une explosion quand j'ai lu juste ce petit passage-là de cet personnage en apparence loufoque, ce personnage, ce scientifique qui écrit en fait une encyclopédie des limites, et dont le titre exact est l'encyclopédie des limites observables dans la nature. Il explique ça un peu plus loin. Donc tout a une fin, tout a une limite. La taille des feuilles des arbres, la longueur d'un fleuve. Il étudie ses limites. Et ce qui l'agace, c'est de ne pas trouver là où la mer finit. Il doit y avoir forcément une étude scientifique qui explique cela, et lui veut le découvrir. Et donc si on parle de la fin de la mer, l'histoire parlera aussi d'où elle commence. Donc voilà, il y a beaucoup de romantisme et beaucoup de poésie. Il y a je ne veux pas dire de la... Aussi, il y a un peu de violence, aussi. Très, très, très peu, mais elle est portée par une poésie, par quelque chose que je n'arrive pas à expliquer autrement que par un mot que j'ai lu quelque part.
c'est la planète Barico. On est dans la planète Barico. Et je trouve ça très très beau. Je vous invite à le lire. Ah, d'accord. Parce qu'il va passer demain. Désolé pour les autres, hein, c'est trop tard. Oui, c'est... Il va encore falloir faire des réservations, Sophie. Ah, ça va être dur. Tu nous en parleras au prochain club de lecture. Ah, je suis pas là. Ah, Celui d'après. Oui. Il y a des moments, il y a un moment très, un moment très plus léger aussi, par exemple. Là, je voulais juste ça pour vous donner un petit peu un autre ton de l'histoire. C'est toujours par rapport à Barthelboom, voilà. La pension Almayer, tu pouvais y arriver à pied en descendant par le sentier qui venait de la chapelle de Saint-Amand, mais aussi en voiture par la route de Cartel ou sur une barge en descendant le fleuve. Le professeur Barthelboom y arriva par hasard. C'est ici la pension de la Paix ? Non. La pension de Saint-Amand ? Non. L'hôtel de la Poste ? Non. Le hareng royal ? Non. Bien. Il y a une chambre ? Oui, je la prends. Voilà. Voilà. C'est plus. Oui, il y a des moments très légers aussi. Oui. Oui. des questions. Mais moi, je me dis que pour écrire Monsieur Origami, vous avez dû énormément vous informer, vous documenter. Tellement Oui. des sujets abordés. Oui. Je me suis beaucoup documenté pour écrire Monsieur Origami. Parce que c'était important, c'était une histoire que j'avais l'intention d'envoyer à un éditeur, donc il était question d'être extrêmement précis dans les propos que j'allais tenir. Donc en ce qui concerne le washi, je suis allé sur le site de l'UNESCO. C'est un site qui est très très bien fait, qui explique toutes les demandes qui sont en cours, les demandes de reconnaissance comme patrimoine culturel immatériel. On peut consulter tous les documents dans beaucoup de langues, dont le français. Quand un pays, quand une région fait une demande à l'UNESCO, elle doit remplir un formulaire, un dossier écrit et une vidéo de présentation. Donc j'ai lu les documents, j'ai visionné les vidéos qui étaient relatives à la fabrication du washi, donc du papier traditionnel japonais. Je ne me suis pas limité à ça, je suis allé voir d'autres sites, d'autres centres de documentation pour comprendre comment on le faisait. Surtout, j'ai regardé longtemps comment les gens faisaient ça. C'est très très beau. Enfin, moi j'aime bien. J'allais sur YouTube. Sur YouTube, vous trouvez de tout. Et on retrouvait notamment cette vidéo qui est sur le site de l'UNESCO. Mais il y en avait d'autres. J'ai vu des sites aussi en France. Il existe des gens en France qui fabriquent du washi avec le koso. Car, comme je le dis dans mon livre, c'est vraiment une plante qui pousse n'importe où. Je sais qu'on a après avoir écrit après que le roman est paru, j'ai vu par hasard qu'il y avait eu une sorte de collaboration entre le Japon et l'Italie par laquelle on a planté du koso en Italie, dans le sud de l'Italie, près de Naples, voilà, pour promouvoir cette plante. Qui est vraiment disgracieuse. J'écris dans le livre comment elle est. C'est vraiment une mauvaise herbe quand on la revoit. Vraiment, c'est vraiment pas beau à voir. Donc j'ai beaucoup regardé. J'ai regardé comment les gens battaient les écorces, les trempaient dans l'eau froide. C'est souvent des femmes. On voit toutes ces femmes alignées, chacune derrière leur petit bassin, avec cette pâte beige dans laquelle elles plongent leurs doigts délicats pour retirer toutes les petites impuretés, les petits morceaux d'écorce qui n'auraient pas été battus. Tout cela pour rendre au papier sa pureté. Comment on
comment on trempe la pâte dans l'eau, comment on la mélange, comment on la retire. Franchement, c'est vraiment beau à voir cet art manuel. Enfin, moi j'aime bien ça. J'aime bien aussi regarder des vidéos où on manipule les tours à bois. J'aime bien voir ces métiers manuels. J'ai failli en dire un peu plus, et puis je me suis retenu en me disant que j'allais perdre le lecteur. Mais chaque étape de fabrication du washi porte un nom bien particulier japonais. Et je me suis dit, je vais peut-être aller trop loin, là, je ne vais pas aller jusque-là. Voilà, je le sais, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est nécessaire pour le lecteur? S'il veut savoir, il ira voir. Mais j'ai vraiment croisé toutes les informations pour être sûr de ce que j'allais écrire. Et une fois que j'ai eu toutes ces informations-là bien en tête, j'ai tout refermé, j'ai tout mis de côté et je me suis dit, voilà, maintenant, je dois l'expliquer. Et c'est plus facile de le faire quand tout est fermé, sinon j'avais peur d'être influencé. Je suis retourné par la suite pour voir que je ne m'étais pas trompé. Il y a un chapitre où vraiment j'explique toutes les étapes, phrase par phrase. Il les trempe, puis il les fait sécher, puis il les retrempe. Voilà, tout de façon très, très simple est décrit dans ce livre l'intégralité du processus. Voilà. Oui, on a bien. Oui. Alors, ce qui m'a étonné aussi, vous expliquez que les Japonais ont attaqué les États-Unis en 1944. Oui, tout cela est vrai. Ça ne se met pas. Donc, avec du papier et du vent. Eh oui, avec. C'est vraiment très original. Oui. Avec des ballons gonflés à l'hélium qu'ils ont envoyés aux États-Unis tout simplement en se servant du vent. Le fameux Gulf Stream. Et à l'insu des artisans de washi, de papier pour origami. Tellement ce papier est solide. Oui, c'est un papier que, en fonction de la façon dont on le fabrique, et des plantes qu'on utilise, car je parle du kozo et du tororo aoi, donc le liant, mais il y a d'autres plantes qui sont également utilisées, outre le kozo. Je n'ai parlé que de celui-là. Maintenant, j'ai un peu oublié maintenant les autres plantes, mais il y a plusieurs plantes qui peuvent entrer en composition dans le mélange. Et ce papier peut être plus fin, plus épais en fonction des usages. Et il est vrai qu'il est utilisé pour toutes sortes de choses. Le papier, s'il est très résistant, on peut s'en faire des chaussons. On peut en faire les parois japonaises, notamment, sont faites de washi. Les origamis, certainement. Donc c'est du papier qui est effectivement très résistant et en même temps très souple. C'est un peu comme si c'était du tissu. Du tissu qu'on peut plier. Du tissu, c'est très résistant. C'est un peu comme du tissu qu'on peut plier. Et en plus, c'est beau. Du washi, c'est beau. On prend une feuille de papier chez nous, ça n'a aucune... Ça n'a aucune grâce. Mais du papier washi, quand vous le prenez, déjà à la simple vision, on voit déjà qu'il y a des petits filigranes. Et puis on le place au soleil et on voit toutes les lignes. J'ai commandé du washi, j'en ai commandé, je m'en suis approvisionné parce que je voulais l'avoir, je voulais le sentir. J'ai un nuancier de washi à la maison que j'ai commandé auprès d'une société française de fabrication artisanale de papier japonais. Ouais. L'emploi pour imprimer. On peut l'utiliser pour... ça dépend de la façon dont il est traité. C'est à l'usage, c'est comme la personne le désire en fait. Il y a du papier qui est plus filandreux, plus granuleux. Il y en a un autre qui est très, très fin et souple. Un qui est un peu plus dur. Il y a vraiment toutes sortes de formes, de couleurs.
Mais ce qui est beau, ce sont les filigranes, en fait. On voit encore les fibres, en fait, finalement. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que c'est résistant. Parce que nos papiers, c'est de la fibre, mais qui était tellement mâchée que quand on déchire ce papier, ça se déchire très bien, parce que les fibres sont pulvérisées. Mais là, les fibres sont parfois encore entières, ce qui rend le washi indéchirable. Selon certains procédés de fabrication, il est indéchirable. Et il laisse en même temps respirer, parce que c'est du papier, parce que ce sont des fibres. Voilà, c'est très particulier. Et oui, ils ont les Japonais, ces ingénieux personnages, ont envoyé des bombes comme cela. Quand je dis qu'il n'y a pas eu de mort, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a eu des morts, mais en même temps, le symbole du washi, c'est le papier de la paix et de l'harmonie. Oui. Alors, c'était important pour moi de parler de l'étymologie, parce que, d'abord, à titre personnel, j'aime l'étymologie. Pour moi, les mots sont importants, et leur origine également. Ça m'a toujours fasciné. Comme je trouve très beau le fait que le mot « arriver », étymologiquement, veut simplement dire « rejoindre la rive ». Je trouve ça beau, je m'imagine dans une rivière et j'arrive, voilà, j'arrive à la rive. Et donc, tout naturellement, je me suis intéressé à l'étymologie. De toute façon, elle est souvent expliquée. Les mots japonais sont expliqués, leur origine est expliquée. Et quand j'ai vu que ça veut dire, oui, papier de la paix et de l'harmonie, et que dans l'histoire du washi, il a été utilisé en temps de guerre, c'était un point sur lequel je ne pouvais pas passer. Donc, paix, guerre. Et quand j'ai appris par la suite encore que on a demandé que ce papier soit reconnu par l'UNESCO, paix, guerre, paix, la boucle est bouclée, il faut que j'en parle. Et c'est pour ça qu'il y a en exergue de chaque partie du roman le processus de reconnaissance auprès de l'UNESCO, plusieurs fois, voilà, qui explique un peu comment le processus fonctionne. J'ai hésité à garder ce... Je me suis dit, je dois parler de l'UNESCO, je dois le faire. Et je l'ai fait en un chapitre. Et puis je me dis, ça ne va pas, ça n'a rien à voir avec l'histoire, elle s'imbrique pas dedans. Je la retire. Alors je l'ai retirée. Et puis quand je l'avais retirée, il manquait quelque chose à l'histoire. C'est un peu comme si je servais un plat sur la table et pas sur l'assiette. Il manquait quelque chose. Il fallait que je le remette. J'étais pas content de l'avoir et j'étais pas content de pas l'avoir. Alors j'ai trouvé cet artifice, je l'ai mis en me disant tiens, je vais le mettre en exergue, comme ça va pas trop déranger. Celui qui n'aime pas lire ces parties-là, lit tout de suite l'histoire. Elle ne s'imbrique pas. Ça m'a bien intéressé. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Oh non, écoute. Dans ce petit chapitre en exergue dont vous parlez justement des faits de guerre, si j'ai bien lu, j'ai vraiment l'impression que très peu de faits en washi sont arrivés à tuer. Très peu sont arrivés. Et sur ceux qui sont arrivés, il y en a très peu. Je crois que les bombes ne se sont pas déclenchées. Il y en a une qui, je pense, s'est déclenchée par curiosité. Je pense que quelqu'un s'en est approché. Il y a eu des morts, mais je pense que ça se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains. Ça n'a pas été... rassurant même pour la conception même qu'on peut avoir de ce papier. Oui. Ça n'est quand même pas la bombe H, quoi. Hein. Non. Hein? Non. C'est pas Oppenheim qui a fait la bombe atomique, non. Oui. C'est rassurant. Oui. C'est rassurant. Rassurant et entre deux. A posteriori. Parce que sur le moment, ça aurait pu devenir très anxiogène. C'est pour ça que les Américains, qui étaient bien au courant, l'armée était bien au courant de l'existence de ces bombes, n'en a pas informé les populations. Donc moi, je m'imagine habitant des États-Unis voir des ballons arriver en me demandant mais qu'est-ce que c'est que ça dans le ciel ?
Ça arrivait, mais on n'en a pas parlé. On en a parlé très peu. Mais c'est vrai, c'est arrivé. Comme est vrai aussi le fait que on fait passer aux astronautes japonais le fameux examen des 1000 grues. Donc on leur fait plier. Un astronaute japonais doit plier des origamis. Ça fait partie de l'exercice d'un astronaute. Oui, j'étais tellement ailleurs quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. C'est gros comme une maison. Moi je comprends ça. Moi je le ferais faire. C'est un exercice de patience extraordinaire. D'endurance. Mais je ne pense pas que c'est vraiment possible. J'ai dû multiplier les informations parce que je m'apprêtais à écrire quelque chose de tellement gros dans mon histoire que je voulais être sûr que c'était vrai. La raison pour laquelle ils font ça est que une fois qu'on a plié ces 1000 grues, derrière, les superviseurs viennent regarder la qualité avec laquelle chaque grue a été pliée, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de les plier, d'en plier 1000, elles sont pliées dans l'ordre, elles sont numérotées, ce qui fait qu'on arrive à voir quel était l'état de conscience, de fatigue. Tiens, ce pli-là, il était moins bien fait au 17e qu'au 582e. Japonais pour faire ça. Il faut être japonais pour faire ça, et en même temps, ces gens-là, ils font pas faire un trajet en bus, ils partent dans l'espace, ils partent dans un espace confiné où on va leur demander pendant quelques mois, quelques semaines, de ne pas bouger et de faire toujours la même chose, tous les jours, la même chose dans leur siège, dans leur 4 ou 5 mètres cubes. Ils vont devoir vérifier tout le temps les mêmes paramètres, tout le temps vérifier tel bouton, vérifier telle procédure. Et ça, c'est un état d'esprit. Respecter la procédure. Et une très bonne façon d'y arriver, c'est au sol, dans un contexte confortable, de se dire, ben voilà, plier 1000 grues. Finalement, tout ça, c'est une question quoi ? De temps et de concentration. Voilà. Moi, je l'ai fait, mais ça m'a pris plusieurs mois. Vous avez plié autant ? Oh, plus, mais compter, oui. Un jour, je me suis dit, je vais les compter. Et j'ai décidé de plier 1000 grues. Voilà, je les ai pliés avec n'importe... Oui, c'est vraiment l'excellence, hein ? La grue en origami ? Oui. Non, il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça. Ah oui, beaucoup plus compliquées. C'est un origami qui ne... Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est pas simple, mais c'est un origami de facilité, facile à moyen. Voilà, c'est pas très facile, mais c'est pas très compliqué non plus. Et donc votre vœu s'est réalisé ? Ah, vous voulez pas le dire. Le vœu, c'était peut-être d'être publié. Ah, je l'ai fait. J'ai fait ça après, ou j'ai fait ça il y a un an. Donc j'ai un stock d'origami que de temps en temps. Voilà. Parce que moi, l'important, c'est pas de les savoir, c'est de les faire. Est-ce que vous les dépliez ? Ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé d'en déplier pour voir à quoi ça ressemble. Mais pas souvent. Une fois que je l'ai fait, je les laisse. Et soit mes filles, de toute façon, me les prennent, ou soit ma femme me dit range les origamis. Donc je les jette parce que je fais ça avec du papier. Je prends du Des petits papiers de Bristol en couleur, peut-être. Non, je prends du papier de recyclage. Il y a du papier qui fonctionne très bien. Les enveloppes Kraft, par exemple. Quand je reçois des enveloppes de ce style-là, je les garde. Ou des sacs en papier. Quand on va dans des magasins de vêtements, ils donnent des sacs en papier. Ce papier-là fonctionne très bien. Il y a aussi du très très beau papier, c'est du papier d'agenda, donc des agendas des années précédentes. À la fin, il y a parfois les cartes du monde. Et faire des origamis avec les cartes du monde, ça fait... Voilà, je m'amuse. Avec des magazines, en général, ce qui fonctionne très très mal, c'est le papier standard de photocopieuse. C'est le papier qu'il ne faut pas utiliser pour l'origami, ça ne fait pas un beau résultat. Et le papier glacé des magazines, parce que quand il plie, la couleur, la peinture s'en va. Mais en général, tout ce qui est papier mat recyclé, plutôt épais,
fonctionnent très bien. Des magazines en papier mat, par exemple, voilà, fonctionnent très très bien, ça. Sophie, quand prépares-tu les ateliers d'origami à cette bibliothèque super et tout? Si tu te retournes, tu vas voir qu'on en a déjà un petit peu partout. Mais on avait fait avec des... Il y en a... Là, c'est avec des vieilles BD. Voilà, on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé, Sophie? C'était quand même une rencontre assez sympathique, assez singulière, je trouve. Il était hypnotisant parce que je me suis pas rendu compte du temps qui passait. Il parlait avec tellement de passion de choses qu'on a envie de lire que c'est incroyable. Oui, il en a parlé avec énormément de passion, c'est beau à voir. Voilà, c'est là que se termine le 2e épisode. C'est un partenariat entre Audioville et le Centre de lecture publique de Mont-de-l'Enclus. Pour suivre l'actu du Centre de lecture publique de Mont-de-l'Enclus, on peut aller sur plusieurs médias. Je te laisse les donner. Alors, il y a la page Facebook qui est le Centre de lecture publique de Mont-de-l'Enclus. Il y a le blog de la bibliothèque, c'est bibliothèque-mont-de-l'Enclus.wordpress.com. On a aussi un compte Instagram et un Twitter qui ont le même nom, c'est Bibli-Mont-Enclus. Et voilà. Eh ben super. Voilà, pour Audioville, c'est audioville.be. Et on vous dit à tout bientôt, donc dans 2 mois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt.